Развитие. Perspective. Exchange. Territory. Participation. Entwicklung. Conseil de développement. Euradio Nantes vous présente Fréquence citoyenne, l'émission à l'écoute du futur. Bonjour à tous et merci de nous retrouver chaque mois dans Fréquence citoyenne, l'émission du Conseil de développement de Nantes Métropole. Alors notre invité d'aujourd'hui est le géographe, mais aussi un petit peu historien, je pense, Jean-Yves Martin, avec lequel nous allons parler d'un espace qui fait débat aujourd'hui et qu'on nomme le périurbain. Bonjour Jean-Yves Martin. Bonjour. Comme d'habitude, Philippe Audic, le président du Conseil de développement, nous accompagne dans cet exercice. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors Jean-Yves Martin, je vous ai qualifié de géographe, mais votre activité ne se limite pas à la géographie, hein, loin de là. Et votre parcours personnel mérite quand même qu'on s'y arrête un petit peu. Alors vous avez 69 ans, et vous êtes en quelque sorte un enfant du pays, hein, puisque vous êtes né quelque part du côté de Saint-Marc-du-Désert, si j'en crois la biographie officielle. Et vous avez fait vos humanités au lycée Colbert de Cholet, fréquenté par Jean-Marc Ayrault aussi en son temps. Oui, je sais. Peut-être même dans la même époque que vous d'ailleurs, à peu près. 2 ou 3 ans près, sans doute. Moi je l'ai fréquenté aussi un peu après, mais j'étais moins célèbre. Mais c'était une institution choletaise, le lycée Colbert, qui a disparu. Donc après ce lycée, vous avez étudié la géographie à la Sorbonne, vous êtes devenu enseignant, d'abord dans la banlieue parisienne, et puis à Savenay, hein, ce qui a marqué en quelque sorte votre retour au pays. Alors, vous avez gravi tous les échelons de la carrière d'enseignant, de maître auxiliaire jusqu'à l'agrégation. Et vous avez même un doctorat de géographie, je crois que ça portait sur la question du nord-est brésilien. Absolument, oui. Autre, plus exotique. Oui, on n'est pas tout à fait sur le même type de territoire, mais en gros, vous n'avez pas cessé d'étudier, je dirais, tout au long de votre vie. C'était un peu un parcours intellectuel. Alors, de ce parcours intellectuel, vous avez un engagement, hein, puisque vous êtes membre du Parti communiste depuis 1968, ce qui est une belle longévité. N'est-ce pas ? Vous avez été élu local aussi, donc dans la banlieue parisienne, quand vous étiez plus jeune, et plus récemment dans la commune de la Chapelle-Launay, au sein de la communauté de communes de Loire-et-Sillon, hein, du côté de Savenay, pour le situer, pour nos auditeurs. Et vous intervenez aussi assez régulièrement dans le débat public, notamment à travers l'écriture d'un blog qui s'appelle les Chroniques du Sillon, dont on peut recommander la lecture à nos auditeurs, puisque vous y prenez des positions plutôt originales et en général qui composent souvent assez peu avec l'air du temps. Et ajoutons enfin que très récemment, vous avez été membre de la commission du débat public sur la Loire, un débat qui s'est tenu à Nantes, et auquel Philippe Audic a aussi largement participé. Vous avez œuvré tous les deux sur cette question. Alors, je dirais, pour résumer vraiment très grossièrement, hein, vous combinez plusieurs statuts. Vous êtes à la fois un citoyen, vous êtes un militant, vous êtes un intellectuel, vous êtes un habitant engagé dans l'évolution de son territoire. Finalement, vous êtes d'un modèle qui est plus très courant aujourd'hui. On en rencontre sans doute un peu moins. Et c'est aussi ce qui fait l'intérêt de votre propos. Alors, on va en venir au sujet du jour. Hein. Vous avez publié dans la revue Place Publique, hein, dont le directeur Franck Renaud était assis à votre place il y a un mois, un article qui est consacré au périurbain et que vous avez intitulé « Affres et mystères du périurbain nantais ». Alors c'est un article de géographie critique, très critique même, sur un sujet qui occupe beaucoup les urbanistes aujourd'hui. Mais moi, ma première question, c'était pourquoi un titre aussi fort ? Le périurbain, c'est le territoire de la tourmente, de l'angoisse. Et puis de quel territoire on parle aujourd'hui là ? Alors oui, évidemment, le titre peut donner à penser que effectivement, c'est un territoire difficile, ce qui n'est pas vraiment le cas. Moi, j'y vis, j'y suis heureux, mais c'est tout de même un territoire qui pose de vrais problèmes en termes de démocratie, en termes d'aménagement. Et quand quand je m'exprime en tant que géographe critique, ça ne veut pas dire hyper critique. Ça veut dire tout simplement que j'essaie de me placer dans l'école géographique, qu'on appelle l'école de la géographie critique, qui est assez peu présente en France, malheureusement, mais qui, pourtant, il y a plusieurs livres consécutifs qui viennent d'être publiés et qui montrent que la géographie critique reprend un peu de poil de la bête, quoi. Alors que, effectivement, la France a été, à l'époque où j'étais étudiant à la Sorbonne, le berceau de la géographie critique. Par exemple, moi, j'étais contemporain de la première publication de la revue Hérodote, hein, qui se disait elle-même géographie, enfin, revue de géographie critique, quoi. Alors après, les choses ont un peu évolué, et finalement, vous avez parlé de mes travaux sur le Brésil. En réalité, le fait est que la France, enfin la géographie française, en dehors du fait qu'elle a été beaucoup marginalisée globalement
par rapport à beaucoup d'autres sciences sociales. Alors, la géographie critique proprement dite, elle-même a été plus que marginalisée, quoi. Mais comparativement, moi j'ai été assez estomaqué en travaillant au Brésil, notamment, de constater à quel point cette école une école particulière de géographie critique au Brésil était présente, publiait beaucoup d'ouvrages, et que par exemple il y avait de nombreuses références. Là du coup j'ai été extrêmement surpris dans les premières bibliographies, après très systématiquement les références qui étaient faites à des géographes français. Et aussi, bien sûr, également à Henri Lefebvre. Chose qu'on était bien en peine de trouver il y a quelques années, dans les années 90, quoi, dans les ouvrages de géographie française. Donc, critique, oui. Hypercritique, non. Alors après, sur la tonalité du titre, c'est quand même une interrogation et une préoccupation réelle, et je pense qu'il y a un signe qui ne trompe pas, c'est le niveau, et c'est comme une sorte d'alerte. Cet article est une sorte d'alerte. Et c'est le niveau des abstentions aux élections locales, d'une part, et aussi la montée assez rapide des votes d'extrême droite pour le Front National. Et ça, c'est une chose qu'on peut évidemment pas laisser en l'état. Donc ça nécessite qu'on s'interroge sans avoir forcément toutes les sur les raisons qui peuvent conduire à un tel état de fait. Alors si par exemple, c'est ce que j'ai fait, on compare les résultats des élections du premier tour des législatives 2012 et les résultats des élections départementales de cette année, on observe qu'il y a une montée très rapide dans les espaces périurbains et notamment dans les petites communes dites rurales des votes Front National. Donc ça nécessite au moins une réflexion. Et ma réflexion, c'est précisément d'essayer d'aller chercher, sans forcément les avoir trouvées toutes, les raisons qui peuvent expliquer ce malaise démocratique. Et cette montée du Front National là, que vous évoquez, c'est aussi la thèse d'un autre géographe, Christophe Guilluy, dont vous avez chroniqué le livre, ou un des livres récemment, et c'est un géographe justement qui a été extrêmement attaqué, même de manière assez violente, justement sur cette thèse, et notamment localement on lui a dit, mais cette thèse de la montée de l'électorat du Front National dans le périurbain peut s'appliquer peut-être dans certaines régions, mais pas forcément ici. Alors ça, effectivement, bon, au moins il a eu un mérite. C'est vrai qu'il a fait l'objet de critiques extrêmement virulentes. De la part de ceux qui, en principe, sont ses collègues, et surtout. Mais en même temps, il a au moins le mérite de poser un certain nombre de questions. Je ne suis pas assuré que les réponses qu'il apporte soient nécessairement tout à fait les bonnes. En attendant, ces questions méritent des réponses. Et c'est ça qui m'intéresse, c'est d'aller chercher plus près dans le détail. Alors effectivement, il y a des critiques qui lui ont été faites, parce qu'au fond, c'est vrai qu'il a tendance à privilégier le malaise culturel, le malaise identitaire. C'est un élément de la réponse, sûrement, mais c'est pas le seul. Ce qui serait intéressant, c'est que vous nous disiez de quel périurbain vous parlez, particulièrement. Et du coup, je me pose la question de savoir si ce périurbain-là n'est pas quand même particulier, coincé entre Nantes et Saint-Nazaire. Et s'il est particulier, est-il différent du point de vue de votre diagnostic du périurbain, on va dire, de façon un peu globale? Il me semble que le problème, c'est que précisément, il est difficile de parler du périurbain en général, et que effectivement, il faut regarder les choses de façon plus spécifique. Alors, pour ce qui me concerne, délicat de parler de périmètre, ce que l'on fait trop souvent, parce que après, on peut toujours objecter que le périmètre n'est pas bon, c'est pas. Mais en tout cas, pour moi, mon espace d'étude, disons quoi, de façon plus neutre, eh bien, c'est l'ensemble des 21 communes qui composent en fait 3 communautés de communes, c'est-à-dire Loire-et-Sillon, c'est-à-dire Pays de Pontchâteau et de Saint-Gilles-des-Bois, et c'est-à-dire Pays de Blain. Mais c'est pas limitatif. Je veux dire que je signale au passage, par exemple, que l'ADDRN, l'agence d'urbanisme de la région nazairienne, a publié une étude récemment tout à fait intéressante et qui a le mérite
de poser le problème rapidement de la définition de ce que c'est que le périurbain, et surtout, chose qui est rarissime, c'est qu'elle donne la parole aux habitants du périurbain eux-mêmes. Et c'est là qu'on voit, là c'est une source d'information tout à fait intéressante, et qui permet de voir comment les gens vivent effectivement le périurbain. Comment, alors je déplore un peu le titre, je l'ai là, mais qui laisse entendre que ce seraient les familles qui seraient responsables de l'étalement urbain. Non, à mon avis, non. En fait, elles en sont à la fois le moteur, mais en même temps, quelque part, un peu les victimes, quoi. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas trop le choix, quoi. Il y a tout un tas de considérations qui doivent rentrer en ligne de compte, notamment le marché foncier, notamment les possibilités qui sont les leurs, et ça, c'est des choses qu'il faut regarder beaucoup plus en détail. En tout cas, les verbatims qui sont dans cette étude-là, c'est vraiment passionnant, parce que c'est rare qu'on s'adresse directement aux gens pour leur donner la parole sur ces sujets. C'est une étude qu'on peut retrouver sur le site web de la DDRN. Hein. Moi, je reviens à votre article de Place Publique parce que moi, il avait attiré mon attention parce qu'il est structuré de manière assez originale. Vous l'avez fait avec des séries américaines. Vous commencez par Cold Case, un dossier froid, c'est-à-dire consiste à ressortir un dossier des cartons pour le traiter. En quoi ça s'applique au périurbain? Quel est l'effet que vous recherchiez là, quand vous parlez de dossier froid? Comme dans le feuilleton, j'avais le sentiment que le carton périurbain, il était rangé dans les étagères. Et que, bon, en gros, on était plutôt dans la situation, circuler, il n'y a rien à voir, quoi, à peu près. Sauf que dans la série, il faut qu'il y ait un élément nouveau qui permettent d'aller ressortir le dossier pour que effectivement on en parle. Et l'élément nouveau, c'est ce qu'on vient d'évoquer, à mon avis. C'est ça qui fait alerte, quoi. C'est qu'il y a quand même une évolution de crise démocratique réelle qu'il faut regarder de plus près, quoi, qui exige que l'on ressorte le dossier et qu'on le revisite à nouveau frais. Quand vous aviez dit tout à l'heure qu'il est difficile de définir un territoire périurbain, parce qu'il y a des espaces extrêmement variés, mais qui l'habite ce périurbain finalement? Est-ce qu'on peut faire des typologies d'habitants du périurbain, ou finalement c'est quelque chose d'assez varié? Alors, effectivement, c'est à l'examen, c'est quelque chose de beaucoup plus varié que ce que l'on croit généralement. Souvent, quand on parle de périurbain, même dans des études érudites et techniques, on réduit le périurbain à une seule dimension. Par exemple, la dimension qui est souvent évoquée, c'est la question des lotissements. Voilà, les lotissements nouveaux qui sont construits. Or, c'est pas le cas. Je veux dire, il y a ça existe. C'est pas niable, mais en même temps, c'est plutôt un espace hybride dans lequel il y a effectivement à la fois de nouvelles familles qui s'installent. Et là, l'une des caractéristiques du point de vue démographique, c'est le nombre de familles avec des enfants nombreux. Et ça, c'est une caractéristique démographique qui apparaît très très bien dans quelque chose qu'on fait plus guère aujourd'hui, qui est la pyramide des âges, quoi. Voilà, parce que la pyramide des âges, à la radio, c'est difficile de la montrer, mais en même temps, on voit bien qu'il y a des classes, par exemple, il y a une classe qui est hyper représentée, c'est les jeunes couples. 25, 40 ans. Et puis, il y a une classe qui est beaucoup représentée aussi, c'est les jeunes enfants, de 0 à 5 ans. Donc là, on voit cette dimension-là. Mais quand on regarde la pyramide des âges un petit peu plus haut, dans la partie supérieure, on voit qu'il y a aussi des populations âgées, avec un déséquilibre très net, mais comme partout, en gros, entre les hommes et les femmes. Donc, en fait, ça traduit une chose, c'est que le périurbain est la population périurbaine est beaucoup plus composite qu'il n'y paraît. Et l'un des enjeux du périurbain, c'est justement la cohabitation éventuelle. Vous savez, quand je suis revenu dans la région dans les années 80, il y avait une thématique qui n'existe plus guère aujourd'hui, qui était la différence qu'on faisait spontanément entre les natifs et les hors-sains. Les natifs, c'est ceux qui étaient nés là, quoi, voilà, qui étaient là depuis des générations, et les hors-sains, c'est ceux qui revenaient d'ailleurs comme moi, d'ailleurs je l'étais à l'époque, quoi. Et l'amalgame ne s'est pas fait peut-être aussi facilement que ça. Mais depuis les années 80-90, en fait, on voit venir plusieurs générations successives. Et ça constitue quelque chose qui est beaucoup plus complexe que parfois on veut bien le dire, quoi. Parce que ça se fait souvent, ça. Hein. Je remarque au niveau national, par exemple, quand, je l'ai dit dans l'article, quand on veut faire un article sur le périurbain,
systématiquement, on prend une photo de la banlieue pavillonnaire de Paris. Mais ça n'a rien à voir. C'est stupide, quoi. Parce que la banlieue pavillonnaire de Paris, elle remonte à avant la Première Guerre mondiale et entre les deux guerres, quoi. Donc là, il y a vue de Paris, quoi, vue de la métropole, enfin de la capitale, le périurbain, c'est ça. Le périurbain commence au-delà du périphérique, en gros, quoi. Et sans doute parce que la pensée sur le périurbain est souvent produite par ceux qui habitent des villes. Enfin, une autre géographe, Valérie Jousseaume, parle de pensée urbano-centrée. C'est bien possible. Je crois que c'est bien possible. Alors, vous donnez quand même un essai de définition, vous, de ce territoire. Quand vous dites c'est l'envers du décor métropolitain. Alors on pourrait, oui, parce que au fond, il y a beaucoup de définitions possibles ou une définition à plusieurs dimensions, quoi. Mais effectivement, moi je crois que au fond, c'est l'autre face de la métropole ou de la métropolisation. Indissociable, voilà. Et par exemple, moi je suis frappé, sauf erreur de ma part, mais je crois pas que dans le dossier du dernier numéro de Place Publique, à la question posée, mais de quoi Nantes est-elle la capitale, il n'est pas répondu très clairement qu'en fait, elle est tout simplement la capitale de sa zone d'influence périurbaine, quoi. Hein, mais alors peut-être que ça, c'est peut-être pas suffisamment valorisant, donc on néglige de le dire, mais pourtant, Nantes est plus que ça, bien entendu. Mais en même temps, c'est quand même la métropole au centre, enfin la ville-centre de l'ensemble, constituée à la fois par le centre et sa périphérie périurbaine. Dans ce numéro de Place Publique, il y a un essai de réponse de la part d'Alain Croix, d'Idée Guivarch, qui disent en fait Nantes, c'est la capitale des Nantais. On va prendre une première pause musicale. يا ليلي لما تطول حرك ذكرى المحبوب أحيلي عطر حبيبي أشبه بعطر العود يا ليلي لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمسته محروم البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي وصار صوته حبيبي اشتد شوقي لي همساته تلمس دمي زي حفيف الريح يا ليل الهمي حبيبي أتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي يا ليل الهمي حبيبي أتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي أشواقي تنادي البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي وصار شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي وصار أسير خيالي وأسيرة الأسرار البعد عنه طال واشتد شوقي وصار أسير خيالي
أسيرة الأسرى البعد عنه طال اشتد شوقي وصار البعد عنه طال اشتد شوقي وصار. Fréquence citoyenne. Vous êtes toujours sur Fréquence citoyenne qui reçoit aujourd'hui Jean-Yves Martin. On a commencé à évoquer le périurbain, celui qu'il pratique tous les jours, et au travers de l'article qu'il a publié dans la revue Place Publique, numéro 54. Le premier chapitre parlait d'un dossier classé d'une certaine manière, qu'il juge nécessaire de ressortir et qu'il avait intitulé Cold Case, en référence au feuilleton américain. S'agissant de la deuxième partie de son article, il fait référence à un deuxième feuilleton américain qui s'appelle Under the Dome, qui tend à vouloir démontrer que cet espace périurbain, on le met sous cloche d'une certaine manière, en lui attribuant des fonctions de laboratoire du développement durable ou du principe de précaution. Et ça mériterait quelques explications de votre part. Alors, oui. L'expérience d'élu, la fréquentation régulière des textes, des documents d'aménagement urbain, d'aménagement du territoire, etc., font vite la démonstration. Donc, la référence au développement durable est permanente, hein, mais sans que toujours ça soit forcément défini très précisément. C'est au fond une sorte de référence obligatoire, quoi, un passage obligé. Hein, Mais ça se traduit au-delà, néanmoins, aussi dans le fait que dans l'espace en question, les questions environnementales sont placées sous cette référence, quoi, voilà. Alors évidemment, on pourrait évoquer, mais on va pas le faire, sauf pour le dire comme ça vite fait, on pourrait évoquer un certain nombre d'exemples, de dossiers, de projets. Et j'écarte très vite. Et pourtant, le dossier de Notre-Dame-des-Landes. Parce que là, on prendra une autre heure pour faire ça. Oui, tout à fait. Donc, mais ici, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement le fait que, sur le fond du dossier, qui mérite effectivement qu'on le regarde de très près, d'autant que c'est dans l'actualité, mais c'est sur la fonction qu'il remplit. Et il faut pas que l'arbre cache la forêt, que l'arbre de Notre-Dame-des-Landes cache la forêt des autres projets et des autres aménagements qui connaissent pas tout à fait le même destin, mais qui connaissent les mêmes obstacles, les mêmes difficultés. Alors j'en ai évoqué un certain nombre on peut les citer, dans l'article, on pourrait prendre quelques exemples, bien sûr. Comme ça, parce que c'est assez proche de chez moi, la virgule ferroviaire, le centre technique de traitement des déchets à Savenay-Malville, le pôle multimodal, le barreau routier, enfin voilà. Et c'est autant de projets où on a testé la réactivité par rapport à leur faisabilité et sur lesquels finalement beaucoup de retards ont été pris et même certains d'entre eux ont été carrément abandonnés. Donc au-delà du cas de Notre-Dame-des-Landes, à mon avis, pour tout un tas de raisons, il y a un certain nombre d'aménagements qui sont pourtant des aménagements structurants et des aménagements clés qui se trouvent ajournés sine die ou qui finalement prennent un tel retard que ça devient assez problématique. Je pense en particulier, c'est un exemple, le pôle multimodal d'échange autour de la gare de Savenay, quoi. Alors on pourrait en prendre quelques exemples si vous voulez, enfin on prendra en particulier, on n'aura pas le temps de développer tous. Ça voudrait dire que c'est un territoire abandonné, périurbain? Non, je dis pas ça. Non, je j'irai pas jusqu'à dire un territoire délaissé parce que c'est pas le cas. Enfin, voilà, là, si je disais ça, ça serait hyper critique et ça correspondrait pas à la réalité. Il s'y fait des choses, hein, voilà, et notamment les porteurs de projets comme la région dans le domaine scolaire, notamment le lycée, j'y ai travaillé, je sais de quoi il s'agit. Le conseil général concernant les collèges, il y en a un qui est en construction. Non, il y a aucun doute là-dessus, y compris par exemple la question de l'aménagement numérique du territoire à travers le SDAN, c'est-à-dire le schéma d'aménagement numérique départemental. Là, il n'y a pas de doute, il y a des choses qui sont faites, quoi. Mais en même temps, pour d'autres dossiers, il y a des retards qui sont pris. Et l'idée d'une cloche, c'est plutôt l'idée d'un protectionnisme environnemental exacerbé qui, à la fin des fins, fait obstacle
et rend beaucoup de projets extrêmement difficiles. Soit c'est très retardé, soit... alors bon, je pourrais faire état de mon expérience d'élu. Il se trouve que j'étais adjoint dans la petite commune à côté de Savenay. J'étais adjoint à la fois à l'urbanisme et à l'environnement. Et vraiment, là, moi, j'ai vécu de l'intérieur, quoi. J'ai vu ce qu'il en était, de la difficulté de porter un projet, et pas toujours, souvent à cause de la complexité de la réglementation. Je prends cet exemple parce que la Chapelle-Launay, par exemple, il se trouve que c'est une commune estuarienne. Elle a un bout de rivage qui est sur l'estuaire, quoi. Comme toutes les communes qui sont dans cette situation, sur le nord estuarien, du coup, la loi littorale s'applique à l'ensemble de la commune. C'est-à-dire que... Alors, imaginez un peu la position d'un élu qui doit expliquer à des particuliers qui veulent un projet sur le haut du sillon de Bretagne et qui viennent en mairie, et il faut leur dire, écoutez, ce n'est pas possible à cause de la loi littorale. Bon, ils tombent des nues, quoi. Ils ont du mal. Alors, il faut vraiment avoir les arguments très affûtés pour se faire comprendre dans ces cas-là. Mais ce n'est pas tout, quoi. À partir de là, la petite commune de la Chapelle-Launay, qui a cette particularité d'aller de l'estuaire jusque sur le sillon de Bretagne, elle a tout l'éventail de protectionnisme environnemental. Et ce qui rend les choses extrêmement difficiles et ce qui rend parfois les choses impossibles. Voilà. Alors, des fois, je me disais une réflexion, souvent que je me demandais si on n'avait pas franchi le seuil de la faisabilité de quelque chose, quoi. Tant c'était délicat et difficile, quoi. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui est spécifique à ce périurbain-là, qui a, dans le SCOT, en quelque sorte, une vocation d'espace vert, je le simplifie, mais... Voilà, et ce qui est intéressant, c'est d'ailleurs, vous faites un jeu de mots avec Under the Dome ou Under the Dogme. Oui. Mais c'est peut-être un peu spécifique quand même, le fait qu'il y ait un peu cette écharpe verte. Philippe n'a pas dit réserve. Hein. Oui, mais j'ai entendu la formule, hein. Moi je la reprends, je mets des guillemets parce que je l'ai entendu de la part d'élus, hein, et pas des moindres, qui disaient, au fond de la métropole, on nous considère comme une réserve d'Indiens. Fermons les guillemets. Donc, à cause de ce protectionnisme environnemental qui rendait les choses un peu difficiles dans la réalisation de certains projets. S'il y a protectionnisme, c'est-à-dire qu'il y a un protecteur, pour ne pas employer d'autres noms, ce protecteur, c'est la métropole. Enfin, on rejoint l'idée que vous évoquiez tout à l'heure de l'envers du décor. Hein. Alors, oui, mais pas seulement, parce qu'au fond, les élus locaux partagent cette volonté de protectionnisme. Ils jouent ce même jeu-là, quoi, voilà. Et on pourrait, peut-être on prendra un exemple, j'aimerais bien en prendre un, mais par exemple, une chose assez bête, quoi, qui est, par exemple, la question des antennes pour la téléphonie mobile. Il y en a partout, à Nantes, alors là, il suffit de tourner le regard un petit peu dans tous les sens, on en voit à tous les coins de rue. À Savenay, il y en a 4, je crois, dans le clocher de l'église, et à la Chapelle, ma commune, la Chapelle-Launay, je parle de cet exemple parce que je l'ai vécu, hein, j'ai porté le projet, quoi. Eh bien, il a été question que Orange installe une antenne relais dans le clocher de l'église. Ça a été extrêmement difficile. Il a fallu beaucoup parler, beaucoup discuter pour finir par faire admettre que c'était utile, ne serait-ce que pour une raison assez simple, c'est que quand en mairie on voulait passer un coup de téléphone avec son mobile, il fallait sortir dehors. Voilà, donc, mais finalement ça s'est fait, sans que ça ait des conséquences pour l'instant. Est-ce que vous avez un élément de définition dans votre article du périurbain? On arrive dans le périurbain quand on sait qu'on n'a plus de réseau. Oui, à certains endroits, oui, absolument. C'est parce que la couverture est encore pas complète, quoi, voilà. Est-ce qu'on peut pour autant dire que c'est un territoire abandonné? Quand même pas. Ah non, je ne dis pas ça. Au contraire, mais par exemple, on pourrait prendre l'exemple du barreau routier. Voilà, c'est un exemple assez... Situez-le pour que... Alors, c'est assez simple finalement. C'est quelque chose qui se situe entre la RN 171 venant de Saint-Nazaire et pour aller sur la RN 165 sans passer par Savenay. Et à un moment donné, il y a eu un projet, il y a quelques années de ça, dans le cadre du schéma routier du département, qui consistait à dire, on va en construire un autre, on va en faire un autre, quoi. Une route suffisamment importante pour permettre la circulation des poids lourds, et qui se situerait exactement à la limite entre Prinquiau, d'une part, et la Chapelle-Launay, d'autre part. Un endroit très beau. Sur le sillon de Bretagne, un petit vallon magnifique qui s'appelle Boitouze. Il y a un petit bois, tout ça, c'est très beau.
il y a eu une réunion pour tâter le terrain, pour savoir ce qu'il en était. Et en mairie de Praquot, je me souviens très bien, il y avait tous les décideurs autour de la table, les départements, etc., les différentes communes concernées. Et on voyait bien que les responsables du département ont bien compris qu'il y avait plus que des réticences dans cette affaire, donc le projet a été bel et bien enterré. Sauf que, à la date d'aujourd'hui, il se passe la chose suivante, c'est que les élus non pas de Donges, mais de Bénet et de Pontchâteau, ont décidé qu'ils ne voulaient plus accepter le passage des camions sur la route la départementale qui passe du carrefour des Six-Croix jusqu'à... Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est très simple. Les camions, ils viennent jusqu'au pied de la Chapelle-Launay, pas mal traversent le bourg de la Chapelle-Launay, malgré les dos d'âne et tout, et voilà, et alors que c'est strictement interdit. Ou alors, beaucoup d'autres sont obligés d'aller jusqu'à l'ancien carrefour de la Mouère. Alors, les plus anciens se souviendront du fameux... il y avait une certaine époque, là, un toboggan qui permettait aux voitures de passer. Ils seront obligés d'aller jusque là-bas pour revenir par là. Et du coup, ils passent sur une route qu'on appelait la route de délestage, n'est-ce pas, à côté du méga échangeur de Savenay. Et ils encombrent les petites routes très moyennes, et avec pas mal de dangerosité. Moi, d'une certaine manière, c'est ça qui m'a convaincu de renoncer à faire du vélo. Parce qu'il y a des endroits où c'est vraiment très très dangereux. Sous ce dôme-là du développement durable, ça veut dire que il n'y a plus de capacité à avoir un territoire de projet autonome, il n'y a plus de libre arbitre des territoires. C'est projet autonome. Alors après, tout dépend de l'échelle du projet. Voilà, parce qu'il y a un foisonnement de projets particuliers et les élus, évidemment, tous s'efforcent d'aider à ce genre de choses, même si c'est pas toujours très très facile, quoi. Mais à mon avis, ça ne suffit pas, quoi. Un projet autonome qui ait une certaine ampleur devient assez rapidement capté par les cadres de discussion, de négociation, et tout de suite porté à une échelle supérieure, où moi ça m'est arrivé souvent d'avoir ce sentiment d'être dépossédé des dossiers que j'avais initiés, quoi. Alors bon, après c'est normal, c'est comme ça, les financements jouent leur rôle, enfin bon, il n'y a pas de problème, quoi. Mais la dépossession est parfois intégrale, hein. Je veux dire, vous initiez un projet, puis après il vous échappe complètement, et un exemple qui me passe à l'esprit, là, en dehors de l'antenne dans le clocher, c'est un groupe de logements sociaux dans le centre-bourg de la Chapelle-Launay. Au départ, c'est l'équipe municipale, avec le maire, on était d'accord tous pour dire qu'il faut faire quelque chose, quoi. Il n'y a pas de logements sociaux, il faut faire quelque chose. Donc on a monté quelque chose d'assez compliqué, et j'ai moi-même appelé 4 bailleurs sociaux pour lancer le projet. Mais assez rapidement, une fois que le choix du bailleur social a été fait, aussitôt c'est monté à l'échelle, au niveau de la communauté de communes, parce que la communauté de communes achetait les terrains. Et à partir de là, eh bien, tout devenait... les élus locaux de base, quoi, qui étaient porteurs du projet, étaient un peu court-circuités, quoi, dans cette affaire. Est-ce que les habitants de ce territoire aussi n'ont pas, eux aussi, des attentes extrêmement contradictoires par rapport à leur espace de vie? Peut-être plus contradictoires que dans un territoire strictement urbain, non? Alors c'est délicat dans la mesure où les attentes sont diversifiées. Voilà. Et à cause de cet amalgame de populations très variées. Alors, en gros, on peut dire la chose suivante. Il y a Savenay qui est, par exemple, hein, mais il faudrait élargir le propos, c'est ce que je m'efforce de faire en ce moment, à d'autres cas comme pour Châteaublin. Mais à Savenay, on a quand même une tradition ancienne de centre-bourg, quoi, assez important, qui a eu une fonction administrative assez importante dans le passé, qui a eu des traumatismes aussi, parce que Savenay a été jusqu'en 1868, si mes souvenirs sont bons, a été chef-lieu d'arrondissement. Donc, elle a été dépossédée de cette chose-là, qui est passée ensuite à Saint-Nazaire. Traumatisme qui n'a jamais été complètement absorbé, quoi. Voilà. Passons. Mais il y a Savenay, qui est vraiment la ville-centre, hein, on peut le dire, et puis il y a toutes les petites communes avoisinantes qui, elles, ont quelque chose qui ressemble un peu à ça. Il y a un centre-bourg où il y a une population plus âgée, généralement, mais où il y a une rénovation urbaine assez importante, parce qu'il y a de nouvelles familles qui s'installent.
Par exemple, il y a souvent, c'est au nom de la densification, subdivision des parcelles. Et le fait est qu'il y a un mélange maintenant, plus ou moins harmonieux, mais moi ça me choque pas plus que ça, d'architecture à la fois vernaculaire, enfin héritée de l'ancien, et puis à côté de ça, des bâtiments parfois très modernes, des bâtiments haute qualité environnementale, enfin des maisons qui sont pas toujours d'une esthétique fulgurante. Est-ce que ce territoire-là du périurbain, enfin, on n'a pas prononcé le mot depuis le début de l'émission, mais c'est celui du fameux étalement urbain. Et c'est ça qui est toujours décrit souvent avec un certain mépris vu de la métropole. Donc c'est une espèce de grande zone qui s'est étalée en dehors de la volonté. En tout cas, c'est comme ça qu'elle est décrite. Et du coup, on l'a décrit comme, je me souviens de l'article de Télérama en 2010 qui parlait de la France moche et en disant les métastases périurbaines. Dans le mépris, on était rarement allé plus loin quand même. Tout à fait. Mais c'est voilà. Mais je crois pas. Alors c'est un phénomène. Mais il y a une tentative volontariste de contenir l'étalement urbain. Et ça passe par exemple par le SCOT, ça passe par les PLU, ça passe par tout un tas de réglementations qui effectivement essaient d'éviter, d'arrêter assez drastiquement le mitage. Enfin bon, et le fait est qu'il y a un resserrage. Mais la pression est trop forte dans la mesure où il y a un souhait qui est porté par des familles qui veulent aller s'installer au vert. Enfin, franchement, lisez le dossier de la DDRN, c'est très clair. Hein. L'idée, c'est de s'extraire de l'agglomération, et de prendre un peu l'air, un peu d'espace. Le vert, au vert, être au vert, quoi. Un peu d'espace, ces choses-là ont beaucoup changé. Hein, parce que l'espace, plutôt intimité, je veux dire. Oui, bon, encore que pour l'intimité, il faudra regarder ça de plus près, parce que comme les parcelles ont tendance à se réduire, comme dans les bourgs, par exemple, maintenant, il y a au nom de la densification, de subdiviser les parcelles, on le voit beaucoup maintenant. Hein. C'est-à-dire que là où il y avait une parcelle assez étendue avec une seule maison, eh ben, on en fait 3, quoi, avec 2 maisons en plus qui viennent se loger là. Et le fait est que les parcelles ont tendance beaucoup à baisser. Il y a 30 ans, une parcelle pour construire, c'était plusieurs milliers de mètres, 2000, 3000. Hein. Aujourd'hui, c'est 600, 700, quoi. Donc il y a une densification. Donc il y a vraiment une volonté de contenir, quoi, hein, l'étalement urbain. Mais je pense que ne voir le problème et ne définir le périurbain uniquement que par ça, c'est évidemment très caricatural. Et puis ça prête vraiment à des considérations qui sont de dénigrement stigmatisantes, quoi. Et qui correspondent pas à la réalité. On va prendre une autre pause musicale et après on va parler un peu de gouvernance et vous serez encore plus sévère sur le sujet. Maronen krachen laut auf dem Ofen. Die Nacht ist finster, macht dir ein Licht. Wer wenig hat, der kann sich nicht kaufen. Im Treppenhaus, da lauert ein Wicht. 3 Kinder haben sich gestern verlaufen, wovon auch der Pastor nicht spricht. Das Haus ist schwarz und morsch sind die Stühle. Die Nachbarn hier, die grüßen sich nie. Ein Palmenzweig hängt über der Spüle, heißt Coco und ist mein Vis-à-vis. Und ich singe, wie ich mir fühle, nochmal die alte Melodie. Ah, Kiki, la, la, Hawaii, Papaya, Osho, Honolulu. Ah, Kiki, la, la, Hawaii, mi Hula so blau, Hula Kakao, Aloha e Ananas, Pupu Akani, mi Fujiyama. Mein Mann ertrank mir gestern im Weiher. Es war ihm völlig wurscht, ob mir's passt.
Im Nebenhaus ist heute eine Feier. Der Jüngste ist heraus aus dem Knast. Mein Ofen ist kaputt, hol's der Geier. Ein Vogel hängt nach unten am Ast. Vergangen sind nun all die Jahre. Wir hatten so viel Zeit wie das Vieh. Das drängelt sich bis kurz vor der Bahre. Die Decke liegt mir warm auf den Knien. Ein Blümchen steckt mir lieblich im Haare. Ich sing die alte Melodie. Hakiki la la Hawaii, Papaya Oshosho Nululu. Hakiki la la Hawaii, mi hula so blau, hula Kakao, Aloha i Ananas, Upo Akani, mi Fujiyama. Hakiki la la Hawaii, Papaya Oshosho Nolulu. Hakiki la la Hawaii, mi hula so blau, hula Kakao, Aloha e Ananas, Popo Akani, mi Fujiyama. Fréquence citoyenne. Toujours en compagnie de Jean-Yves Martin pour évoquer la question du périurbain nantais. Jean-Yves Martin, je le rappelle, est un géographe qui vient de publier dans la revue Place Publique un article intitulé « Affres et mystères du périurbain nantais ». Alors dans cet article qu'on a dit tout à l'heure structuré avec des séries américaines, la troisième partie est la plus terrible, parce que là l'exemple que vous prenez c'est Walking Dead, qui est une série d'horreur, pour parler de la gouvernance de cet espace périurbain. Alors c'est quoi? C'est la démocratie zombie, c'est ça que vous voulez dire? Il y a un peu de ça. Oui. En fait, je me suis rendu compte après coup que, effectivement, le terme de zombie était aussi utilisé par Hervé Lebras et Emmanuel Todd, oui, je dis bien, dans Qui est Charlie, voilà. Où ils expliquent d'ailleurs aussi que c'est la capacité des valeurs faibles à susciter des consensus forts. Hein, et on pourrait appliquer ça, par exemple, au développement durable aussi, je crois. Bien, et là, en l'occurrence, c'est pas... oui, il y a quand même un déficit démocratique qui n'est pas inconnu, quoi. Je veux dire, il y a des sociologues, des politistes qui se sont penchés sur le sujet dans d'autres espaces ruraux et périurbains et qui utilisent des formules comme par exemple démocratie improbable ou encore politique confisquée. Hein, c'est-à-dire qu'il y a vraiment un malaise dans la démocratie, dans la façon dont fonctionnent les intercommunalités. Alors, pour l'avoir un peu vécu de l'intérieur, c'est pas une critique que j'invente aujourd'hui, je n'ai pas de compte à régler avec personne, mais y compris d'ailleurs avec les élus locaux en compagnie desquels je me trouvais dans le conseil communautaire, il m'est arrivé d'intervenir sur ce sujet en m'offusquant des dénis de démocratie, etc. Et puis après, certains venaient me voir en me disant « T'as raison, mais c'est comme ça partout ». Donc, il y a un état de fait. Bon, c'est pas pour ça que c'est satisfaisant. Je veux dire, il y a quand même à réfléchir sur la manière dont les choses se passent. Alors, je sais pas s'il faut rentrer dans les détails, mais quand même, quoi. L'intercommunalité a eu ceci comme conséquence, c'est que le pouvoir de décision est parti des conseils municipaux pour monter au niveau des conseils communautaires. Avec ce problème tout de même, c'est qu'au moins dans un premier temps, les choses ont bougé un peu, mais pas beaucoup. Le fait est que les conseils municipaux, les conseillers municipaux sont élus au suffrage universel direct, alors que les conseillers communautaires, eux, sont désignés par les maires, quoi. Voilà. Et puis, comme entre-temps et dans le même temps,
les compétences, petit à petit, ont glissé des communes vers les intercommunalités, petit à petit, les communes se sont trouvées vidées d'une grande partie des responsabilités qui étaient les leurs, à tel point qu'aujourd'hui, on pourrait presque aller jusqu'à dire qu'elles sont des coquilles vides, quoi. Alors, bon, non, je veux pas être désobligeant, mais quand même, quoi. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de dossiers, beaucoup de problèmes qui leur échappent. Alors, si on ajoute une couche supplémentaire à cette affaire, c'est que le fait est, par exemple, qu'en ce moment, on discute de la révision du schéma départemental de coopération intercommunale. Et la tendance, pour l'instant, est au rapprochement d'un certain nombre d'intercommunalités, mais, à mon avis, ce qui se fait actuellement, c'est à minima. C'est-à-dire que là, on ne fait que ce qui exige d'être fait à cause des seuils démographiques. Mais, à terme visiblement rapproché, on ira vers des communautés de communes beaucoup plus importantes. Il y a quelques semaines, moi j'ai séjourné un moment dans des communautés de communes en Charente-Maritime où il y a 113 communes. Hein, ici, c'est 8, quoi. Donc, en rassemblant, mais à chaque fois qu'on élargit le périmètre, d'une certaine manière, évidemment, on se distancie par rapport à la proximité tant vantée des élus locaux, quoi. Et bon, après, il faudrait voir un petit peu comment fonctionne cette gouvernance. Mais est-ce que le suffrage universel peut résoudre cette difficulté ? Ça suffira pas, quoi. Je veux dire, il y a, par exemple aussi, j'y faisais allusion là, il y a eu une première modification qui a consisté aux dernières élections municipales à flécher les futurs conseillers communautaires. C'est-à-dire, dans la liste des municipales, on disait, ben voilà, c'est ceux-là qui seront conseillers communautaires. Mais ça change pas grand-chose. Surtout que, comme je l'indiquais dans l'article, en fait, par exemple, les orientations communautaires n'ont aucunement été discutées dans la campagne des municipales. Alors c'est quand même un problème que de confier un mandat à des élus dont on ne sait pas lequel il sera. Mais en réalité, en fait, la façon dont les choses se passent, c'est une démocratie un peu bizarre, où la réalité des décisions, elle appartient pas du tout au conseil communautaire, parce que le conseil communautaire, c'est une chambre d'enregistrement, quoi. Alors on peut toujours parler, on est aimablement écouté la plupart du temps, mais ça sert pas à grand-chose, quoi. Ouais, il m'est arrivé très fréquemment d'être très très minoritaire dans les décisions qui étaient présentées, mais tout simplement parce que les décisions sont prises ailleurs. C'est-à-dire que les décisions sont prises en bureau communautaire. C'est là que, effectivement, alors après, elles sont déclinées au niveau des commissions communautaires, mais en général, les commissions ne sont pas très contrariantes et elles valident ce qui a été décidé par le bureau communautaire et roulé. Ensuite, c'est présenté devant le conseil communautaire et c'est parti. Les décisions, la plupart du temps, sont prises à l'unanimité, quoi. Alors, il y a quand même un malaise, quoi, quelque part. Alors, effectivement, il y aurait beaucoup d'améliorations à apporter, et pas seulement l'élection au suffrage, ce serait déjà un premier pas, quoi. Alors c'est d'autant plus paradoxal à mon avis que c'est quand même des espaces où on parle beaucoup de démocratie participative, quoi. Sauf que, désolé, mais on n'en voit guère la couleur, hein. Alors bon, en même temps, c'est un peu délicat. Moi, dans l'équipe municipale à laquelle j'appartenais, on était d'accord avec le maire, l'équipe municipale, pour dire bon, bah, il faut faire un effort de démocratie participative. Bon, alors dans les premières années, on a décidé de faire des réunions publiques, ouvertes, tous les sujets, hein, on brassait tout, quoi. Oh là là, c'est un exercice difficile. Oui, difficile et rude, hein, rude. Parce que là, du coup, ça ouvre la boîte de Pandore et bon, faut s'accrocher, quoi, vraiment. Mais derrière les bureaux communautaires qui prennent les décisions, vous mettez en cause la sphère technique. En quelque sorte, vous dites c'est là qu'est le pouvoir finalement. Et est-ce que les élus sont encadrés en quelque sorte par la sphère technique ? En fait, à mon avis, c'est un duopole, quoi. Voilà. Hein, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui s'élabore entre les services d'une part et les élus, les moyens élus, quoi. Il y a un truc que je vais pas ajouter, mais enfin, je crois qu'on peut le dire. Hein, c'est pas. Il y a aussi le fait que, au fond, quand je fais la distinction. Bon, c'est un peu brut de décoffrage, mais entre les petits élus, quoi, les élus de base. Bon, les conseillers municipaux, les adjoints aussi, enfin bon. Puis les élus moyens, c'est-à-dire les maires,
qui sont aussi vice-présidents des communautés de communes, qui sont, au fond, c'est pas moi qui le dis, les sociologues l'ont étudié, des semi-professionnels de la politique. Hein, c'est-à-dire que, voilà, ils sont dans une situation un petit peu particulière. Et puis, comme en même temps, le modèle qui a prévalu depuis quelques années à propos des maires, en général, c'est de dire, c'est le modèle entrepreneurial, managérial, enfin voilà, quoi, c'est des chefs d'entreprise, il faut que ça tourne, il y a des services, ils sont là pour ça. Alors, en fait, c'est une sorte de collusion, quoi, voilà, et avec des compétences techniques. Moi, j'ai rien contre, bien sûr, j'ai travaillé avec eux. On a là une jeune génération de brillants écologues, par exemple, dans certains dossiers, qui ont des masters et tout, bon, qui sont très compétents, qui sont très aimables et courtois, il n'y a aucun doute, quoi. Mais en même temps, qui sont quand même à une certaine distance, c'est ce que j'essaie d'exprimer, des besoins des populations, quoi. D'autant que certains d'entre eux ne sont pas nécessairement résidents, quoi. Oui, j'allais dire, si on veut être vraiment mauvaise langue, ils habitent rarement le territoire périurbain. Ça arrive, ça arrive. Et j'ai lu sur des blogs de responsables de Spank, n'est-ce pas, où il était vraiment conseillé aux responsables des Spank de ne pas habiter dans la communauté de communes où ils travaillaient. Ah oui. Oui, donc là, il y a quand même une... Quand vous dites Spank, donnez la définition de Spank quand même pour l'auditeur moyen. Service public de l'assainissement non collectif. Alors, c'est une chose un peu bizarre qu'on ne connaît pas forcément dans les métropoles, mais c'est la manière de gérer ce qui est traitement des eaux usées. Mais ce qui n'est pas raccordé à un système ou tout à l'égout, comme on disait autrefois. Donc, c'est quelque chose qui est un peu compliqué et coûteux pour les particuliers, parce que, évidemment, avec la raison invoquée du respect de la loi sur l'eau, on fait la chasse aux installations individuelles qui ne seraient pas conformes selon une réglementation, et avec une multiplication de contrôles qui, quelque part, excède les gens, quoi. Voilà, je crois, hein, et qui, par exemple, aussi exige des travaux dont la nécessité technique ne s'impose pas forcément. Je ne veux pas rentrer dans des détails trop triviaux, mais enfin bon, on pourrait, quoi, parce que ayant vécu l'expérience de A à Z, je pourrais faire état de quelques précisions. Vous faites d'ailleurs le parallèle avec ce qu'on exige des particuliers et ce qu'on n'exige pas des agriculteurs en particulier. Oui, parce que les chiffres démontrent que, effectivement, on en parlait ces temps-ci, j'ai vu dans la presse, on faisait état justement des problèmes de pollution liés à l'agriculture intensive, et par contre, alors que les pollutions liées à des installations d'assainissement non collectif représentent tout et pour tout 3% à l'échelle nationale. Donc, là. Mais quelque part, au niveau national, il y a un début de réaction qui se manifeste. Je veux dire, il y a autour de la CLCV, une association de défense des consommateurs, hein, eh bien, il y a un collectif qui s'est mis en place au niveau national et qui essaie de corriger les dérives les plus nettes à ce sujet, quoi, voilà. Alors, vous avez parlé de déficit démocratique en matière d'intercommunalité, vous avez parlé de services techniques, administratifs un peu hors sol. Enfin, c'est moi qui fais l'interprétation, peut-être un peu là, et vous gravissez un échelon de plus en matière de sévérité. Et je trouve que ça va assez loin quand vous parlez des élus là, de ce territoire périurbain. Vous dites vis-à-vis de la métropole, ils sont un peu, je sais pas comment dire ça. Il y a un syndrome de Stockholm là avec les élus de la métropole. Ils sont un peu pris. Je m'appuie... Il y a un peu de ça, peut-être, je sais pas. Non, mais ça a été étudié aussi, ça. Je veux dire, peut-être vous avez eu le syndrome de Stockholm, oui. Oui, bien sûr. Non, c'est pas de ça que je voulais parler. Je voulais parler d'Éric Charme, qui a étudié cette chose-là. Et qui, sur la clubisation. Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux dimensions à la métropolisation. Il y a la dimension métropolitaine, et il emploie la formule, là, je la reprends comme ça, un peu brute aussi, attrape tout. Voilà, c'est-à-dire qui cherche à étendre ses compétences et qui, par le biais de tout un tas de réglementations, de textes comme opposables au tiers, comme le SCOT, enfin voilà, réussit à faire passer les orientations souhaitées dans l'ensemble de ce périmètre d'influence qui est donc l'ensemble, la zone d'influence du périurbain que j'évoquais tout à l'heure. Et puis, en face, de l'autre, le revers de la médaille, ou l'autre côté, c'est la clubisation. Alors, la clubisation... c'est le fait qu'effectivement, il se crée ici et là, au niveau des intercommunalités, en gros, quoi, des sortes de clubs
où, malgré tout, les moyens élus, comme je les ai définis tout à l'heure, cherchent à garder un certain degré d'autonomie. Et c'est assez net, par exemple, en ce qui concerne, c'est un exemple que je cite, la question du ralliement ou non à tel ou tel des pôles de la bimétropole, quoi. Il y a une sorte de petit chantage, quoi, qui consiste à dire, ah bah oui, mais nous, on pourrait très bien aller avec la Carène. Ah bon, d'accord. Voilà, sorte de choses comme ça, qui sont... Carène, c'est l'agglomération de Saint-Nazaire. Oui, c'est l'agglomération de Saint-Nazaire. Et le fait est que, à travers le schéma départemental de coopération intercommunale, avec l'élargissement des intercommunalités, on risque de renforcer quelque chose qui ressemble plus à des fiefs électoraux que véritablement à des intercommunalités de proximité, quoi. Mais quel serait le bon modèle démocratique, finalement, pour le territoire périurbain? J'ai pas de solution. En 2 minutes. Oui, d'accord. Mais je crois qu'il y a à travailler sur toutes les dimensions du dossier. Il n'y a pas une solution miracle, évidemment, quoi. C'est compliqué. Mais au moins, il faudrait déjà commencer par admettre, au moins en partie, quoi, ce qui ne va pas et ce qui est générateur de malaise, quoi. Or, on n'en est pas là, quoi. On continue comme avant. Il n'y a pas de souci. Oui, les votes du Front National augmentent. Bon, c'est pas pire qu'ailleurs. Donc, on attend la prochaine élection. On verra bien. On verra le soir du 6 décembre ce qu'il en est. Oui, je pense qu'on peut avoir des surprises d'ailleurs. Voilà. Et au passage, tiens, j'ai regardé attentivement les résultats donc des élections, comme je l'évoquais tout à l'heure, quoi. Et il y a une chose qui est assez frappante, à mon avis, c'est que quand on regarde les résultats commune par commune, ça a été évoqué récemment par Hervé Lebras dans son livre Le Paris FN, quoi, voilà, qui est intéressant. D'un côté, il dit bon, il y a une certaine géographie immobile du vote FN en France. C'est-à-dire que quand on regarde les chiffres, on voit bien qu'il y a des régions, par exemple le Midi méditerranéen, l'Est, etc., où le vote est bien installé. Et puis à côté de ça, il y a les autres régions. Mais quand on fait la carte qui consiste à regarder le rythme d'augmentation des votes Front National dans les communes, on s'aperçoit que c'est le Grand Ouest qui est le plus frappé. C'est-à-dire que c'est là que le rythme d'augmentation est le plus fort. Et ça se vérifie très bien dans les 21 communes que j'ai regardées. Et par exemple aussi, avec des différences. C'est-à-dire que le vote Front National monte, mais il monte moins vite dans les communes centrales des intercommunalités et plus vite dans toutes les communes périphériques, les petites communes rurales périphériques. C'est ça l'alerte. Très bien, écoutez, cette heure de conversation est déjà terminée, c'était un plaisir Jean-Yves Martin. On va vous laisser regagner la chapelle Launay dans le périurbain nantais. Et en tout cas, moi j'invite les auditeurs à lire votre article dans le numéro 54 de la revue Place Publique et à consulter régulièrement votre blog, Les Chroniques du Sillon. Et c'est toujours intéressant à lire. En tout cas, merci de votre venue dans cette émission et continuez à écouter Radio Nantes. Conseil de développement. Prospettive. Participation. Territory. Obmeni. Entwicklung. Euradio Nantes vous a présenté Fréquence Citoyenne, l'émission à l'écoute du futur que vous pouvez réécouter sur notre site internet euradionantes.eu.